Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, d'être présents à l'occasion de ce 200e anniversaire du Figaro qui entre dans sa dernière après-midi. Dans son dernier après-midi, j'ai la joie d'animer cette conversation avec 3 directeurs passés et présents du Figaro. À ma droite, Jean-Marie Roire, je ne sais même pas si on vous présente encore, tant votre signature depuis 1967, votre entrée au Figaro, remplit nos colonnes. Vous êtes écrivain, vous êtes académicien et vous allez nous parler de cette époque du Figaro, de vos premières années de journaliste. À ma gauche, j'ai la joie aussi de recevoir Franz-Olivier Gisbert. Merci d'être avec nous. Franz-Olivier Gisbert, vous êtes arrivé au Figaro un peu de façon tonitruante en 1988. Vous y êtes resté jusqu'en 2000 et vous avez rejoint ensuite la direction du Point, mais entre les deux, vous avez fait une grande parenthèse au Figaro Magazine pendant près de 5 ans. Et Alexis Brézet. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous-même, vous êtes actuellement directeur du Figaro, donc on a beaucoup de chance, on va avoir l'occasion d'observer l'évolution de ce grand journal. Alexis Brézet, vous êtes arrivé en tant qu'au départ directeur d'une rédaction adjointe en 2000. Oui. Puis en 2012, vous êtes nommé directeur des rédactions. Et entre les deux aussi, vous avez fait une petite incursion. Comme France, 5 ans, Figaro Magazine. Figaro Magazine pendant 5 ans. Voilà, alors pour commencer notre conversation, j'ai envie de faire un petit tour de piste, mais rapide entre vous. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, Jean-Marie Roire, du premier souvenir de votre entrée au Figaro en 1967, avril? Oui, parce que je suis le plus ancien, ça ne se voit pas, j'ai l'air d'être le plus jeune, mais je suis le plus ancien. Et donc, mon première arrivée au Figaro, je dois dire, je me suis précipité dans les archives, dans les combles. À ce moment-là, le Figaro se trouvait au rond-point des Champs-Élysées, dans un immeuble magnifique, avec un grand salon, un petit salon, un boudoir, enfin. Et j'allais dans les archives et je cherchais les articles de Proust, de Mauriac, de Bernanos, de tous les grands écrivains, et j'étais fasciné. Je me disais, peut-être que je vais rentrer dans ce grand journal et m'insérer au milieu de tous ces génies. Ça me laisse une petite chance d'avoir au moins un peu de talent. Franz-Olivier Gisbert, en 88, vous êtes un transfuge, vous arrivez du Nouvel Observateur. Ça fait un grand scandale, ou en tout cas un grand étonnement dans la scène médiatique. Rappelez-vous. Oui, bon, parce que je pense que les gens n'avaient pas compris, ils ne savaient pas ce que sont les journaux. Les journaux ne sont pas des partis politiques, ce ne sont pas des églises, ce sont des gens qui font ensemble des journaux avec une ligne politique, mais qui ont souvent des opinions différentes. Je crois savoir que Pierre Brisson, qui a été longtemps directeur du Figaro et un très grand directeur, votait socialiste. Puis je pourrais dire la même chose sur le Nouvel Observateur, où Chirac avait fait un très bon score, je peux dire, parce que je suis parti en 1988. Il a fait un très bon score dans la rédaction en chef, au deuxième tour. Donc, c'est la vie des journaux. Le premier souvenir que j'ai, il y en a deux, parce qu'il y a le même souvenir que Jean-Marie. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé rue du Louvre, et il y avait l'ancienne imprimerie en bas, avec toutes les archives qui n'étaient pas rangées, d'ailleurs. Tout ça a été jeté par, une direction débile. J'étais très en colère quand cette décision a été prise, parce que tout ça a été vidé. Et il y avait des collections du Figaro, etc. Tout n'était pas très bien rangé, mais c'est vrai que j'ai passé un peu de temps là-dedans les premiers soirs, quand le journal était fini, j'adorais ça. Mais le premier souvenir, c'est très étrange d'ailleurs, il y a un petit côté un peu bestiaux, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vois Hersant un petit déjeuner, j'ai rien signé, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de salaire, et il me dit, la nouvelle va être annoncée, il me tend la main comme ça, et il dit, c'est bon. Vous voyez, c'est comme quand on achète une vache à la campagne, et sauf que c'était moi la vache, et c'est moi qui serrais la main. Et c'est un souvenir assez fort, parce que je me souviens encore de sa poignée de main, parce qu'en fait, il n'aimait pas serrer les mains. Parce que, oui, vous savez, quand on serre beaucoup les mains, notamment quand on est homme politique, regardez la main de Trump, la main de Pompidou. Enfin, il y a beaucoup de mains comme ça, ils souffrent.
énormément. D'ailleurs, regardez la main d'Alexis Brézé, qui serre énormément de ses nombreux lecteurs ici, et elle est complètement tuméfiée, vous voyez. Donc voilà, il ne serrait pas la main, et là, je me souviens, il m'a broyé la main, comme ça, c'était... Et c'était un oui franc de votre part. Ah oui, oui, tout à fait, oui, engagez. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alexis, votre premier jour. Alors, moi, j'étais une toute petite vache à côté de François-Olivier Gisbert. Et je venais de l'autre côté, puisque j'arrivais de Valeurs Actuelles, où j'étais directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Ça fait moins de bruit, mais ça fait quand même un peu bizarre. Et je suis arrivé, c'est mon ami Jean de Belot, qui était directeur de la rédaction, qui était un excellent et un grand directeur de la rédaction, qui m'a fait venir. Et le patron de l'époque, c'était plus R100, c'était la fin de l'époque R100, c'était Yves de Chaise-Martin. Eux, pareil, il n'y avait pas de contrat, on ne savait pas combien était payé, enfin bon, bref. Et moi, ce qui m'a frappé, venant de Valeurs Actuelles, qui était un petit journal, une famille, une équipe, c'était le côté gigantesque de cette rédaction, de la conférence, qu'on n'appelle pas la conférence de rédaction au Figaro, qu'on appelle le comité. Depuis toujours, on appelle ça le comité. Le comité, alors c'est très solennel. Il y a le grand comité le matin, où chacun parle, c'est la parole, c'est une sorte de liturgie, avec une espèce de protocole absolument chinois. Je me souviens, ça m'avait frappé, où il y avait... la hiérarchie était très, 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 très compliquée au Figaro, parce qu'il y avait un directeur de la rédaction, il y avait Yves de Chaise-Martin, il y avait Alain Perfit, qui était le patron du comité éditorial, et chacun avait son représentant au comité. Et donc, il y avait Arlette de la Loyère, qui était la grande collaboratrice d'Alain Perfit, qui prenait des notes, et puis qui montait voir Alain Perfit, il lui disait, voilà de quoi ils ont parlé, à qui allons-nous donner l'édito? Et puis elle redescendait, elle les donnait l'édito. J'étais halluciné. C'était une hiérarchie très subtile. Et ah oui, subtil, on peut dire que c'était subtil. Ouais. Ouais. Je propose que le deuxième tour de piste que je vous propose, c'est qu'on regarde vos articles qui vous ont introduit à ce moment-là dans une façon d'être directeur du Figaro. Je propose de commencer par un ordre chronologique. On est en novembre, vous allez savoir de quoi je parle, 1989. Il est 23h. Les premiers Berlinois de l'Est passent sans être tués et empêchés par le mur de Berlin qui était édifié en 1961. Donc on est dans un jour historique. Il est 23h. Vous, Franz, j'ai lu quelque part que vous étiez en larmes. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, j'ai écrit mon éditorial en pleurant d'un bout à l'autre. On le voit ici derrière. Je me souviens très bien, j'ai vraiment pleuré tout le temps. Enfin, il y avait la... J'ai fait sur une machine, bien sûr. À l'époque, je travaillais déjà sur la machine. Et j'étais extrêmement ému. Bon, ça a été une journée très dure parce que Alexis connaît ça, c'est-à-dire est-ce qu'on sort l'affaire, est-ce qu'on sort pas? On attend quand même confirmation, Reuters, Associated Press, AFP, ça vient pas, on sait pas, mais les photos quand même montrent que les gens sortent. Bon, enfin bref. À un moment donné, enfin, on a attendu tard, c'est-à-dire on a veillé tard, mais j'avais quand même commencé l'édito vers, je pense, 17h par là. Et bon, mais simplement, je ne le donnais pas, je ne l'envoyais pas parce qu'il n'y avait pas encore effectivement le feu vert qu'on attendait tous, c'est-à-dire une espèce de déclaration officielle qu'il y a eu à un moment donné. Et c'est parti à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un très beau jour. Mais le journalisme, ça, c'est absolument... C'est un métier de ce point de vue extraordinaire. Et notamment le quotidien. Moi, j'ai fait énormément d'hebdomadaires. Mais le quotidien, on pleure beaucoup plus en faisant des articles qu'en hebdomadaire. En hebdomadaire, d'abord, de toute façon, ça va rester longtemps. Et moi, il y a eu des moments comme ça où j'ai écrit des éditos en pleurant. Bah tiens, quand Jean-Paul II a fait son grand discours, par exemple, à la Tour Eiffel, je me souviens que j'ai fait un pleurer. D'ailleurs, j'ai dit dans l'édito même que j'avais pleuré, ce qui a choqué un certain nombre de mes camarades qui m'ont dit attends, faut pas faire ça, tu vas trop loin. Mais donc, on vit l'information beaucoup plus qu'à la télé, à la radio aussi. D'ailleurs, on la vit aussi de cette façon-là, parce que j'ai entendu de nombreux confrères donner des informations importantes à la radio en pleurant, parce que quand on les connaissait, on voyait qu'ils pleuraient. Et on pleure d'autant plus qu'on a été journaliste avant. Vous avez commencé à Paris-Normandie sur le terrain. Vous connaissez en fait le terrain, ce que ça veut dire dans la réalité de ces personnes dont la vie va complètement être bouleversée par cet événement historique. Et ce qui vous caractérise tous les trois, c'est que vous avez été tous les trois journalistes avant d'être directeur du Figaro et être à la tête d'un édito et d'avoir vraiment dans sa chair la compréhension profonde de ce qui se joue à ce moment-là, dans ce basculement de l'histoire. À mon avis, c'est quelque chose qui est propre à vous comme directeur du Figaro tous les trois. La deuxième personne, chronologiquement, c'est vous. Vous avez aussi, vous, alors vous avez eu
un goût particulier pour les faits divers. On le sait rarement, Jean-Marie Roire. Vous avez commencé donc en 67, 2 ans après votre arrivée au Figaro. Il arrive une affaire, 1969, Gabrielle Russier, une femme qui a 32 ans à Marseille, professeure de lettres, tombe amoureuse de son élève de 16 ans, a une histoire avec lui et soudain, ça devient une affaire pour Jean-Marie Roire. Vous pouvez nous raconter comment ça vous est arrivé, l'idée d'écrire cet article qui finalement va arriver en une du Figaro? Alors, une petite précision, ce ne sont pas les faits divers qui m'intéressaient, c'était la justice. Ensuite, puisque nous avons parlé de nos contrats d'engagement, je tiens à dire que je suis peut-être le seul qui aurait payé pour être engagé au Figaro. Il faut dire que j'arrivais avec des études universitaires qui n'étaient pas fameuses. Et donc la première fois où vraiment j'ai vu qu'on pouvait, au Figaro, dans ce journal conservateur, surtout à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, eh bien, écrire des articles un peu décoiffants, c'est au moment où j'ai proposé, je visais toujours au-dessus de mes moyens, pour la chronique de page 1 qui était réservée aux académiciens, alors que je n'avais que 26 ans, un article sur l'affaire Gabrielle Russier qui venait d'être inculpée. Donc, Gabrielle Russier avait 26 ans et elle avait eu une liaison avec un élève de 16 ans. Alors, il faut voir comme c'était vraiment pour le Figaro. Il faut dire que le Figaro venait de passer par mai 68, qui avait légèrement ébranlé les colonnes du Temple. Mais néanmoins, cet article a été accepté, vraiment, et placé d'une façon très formidablement flatteuse. Après, il y a eu quelques remous, parce que c'est vrai que ça posait des questions pour les vieilles barbes de Figaro. Mais au total, j'ai compris que ce journal était très ouvert, non seulement à la jeunesse, mais à la justice. Oui, parce que votre article défendait Gabrielle Russier. Ah ben, bien sûr. Idylle. Il défendait, et puis j'ai refait d'autres articles, parce qu'un mois plus tard, elle s'est suicidée, et puis ensuite, Pompidou est intervenu. Mais cet article a une conséquence à la fois très importante pour moi, peut-être un peu pour le Figaro, mais c'est que le lendemain matin, coup de téléphone, ici, Jean d'Ormesson. Et c'était la première fois que j'entendais Jean d'Ormesson au téléphone, qui m'invite à déjeuner, et ça a d'ailleurs été un drame, parce que j'avais très peur de déjeuner avec Jean d'Ormesson. Et ce qui est drôle, c'est que 8 ans plus tard, c'est moi qui ai proposé à la Société des rédacteurs, parce que je faisais partie de la Société des rédacteurs, personne n'est parfait, eh bien c'est moi qui ai proposé le nom de Jean d'Ormesson à la Société des rédacteurs, qui l'a proposé à Jean Prouvost. C'est bien mal récompensé. Alexis, vous êtes le plus récent dans une assez difficile à bâtir, j'imagine, une manchette qui est le soir de l'incendie de Notre-Dame. Alexis Brézet, il est 19h, vous entendez, vous êtes encore à la rédaction à cette heure-là? Ah oui, ça, je me souviens très très bien du moment. Mais de toute façon, les grands événements, on se souvient souvent du moment auquel ils ont surgi et on les a perçus. Et donc là, je me souviens très bien parce que j'étais à mon bureau en train de préparer un éditorial sur une intervention à venir d'Emmanuel Macron. Parce qu'il faut dire la vérité, souvent, quand les chefs de l'État parlent à 8h du soir et que le journal boucle à 8h15, on commence à faire l'article avant qu'ils aient parlé. Et donc j'étais en train d'écrire mon truc et j'avais la télévision qui tournait devant moi. Je faisais mon article sur Macron, mais qui n'avait pas encore parlé. Et là-dessus, je sais, quelqu'un rentre dans mon bureau et me dit « T'as vu la télé ?» Et là, je lève la tête et je vois Notre-Dame en feu. Et ça, c'est un souvenir incroyable. Et je me souviens d'autant plus de cette soirée-là qu'on avait le soir même à la salle Gaveau une grande rencontre avec Mathieu Bock-Côté, où je devais aller pour le présenter. Et donc là, tout de suite, Vincent Trémollet de Villers est là. Je lui dis, tu vas salle Gaveau, fonce. Moi, je reste ici. Et donc, on a dû faire. Alors, on regardait par la fenêtre parce qu'au loin, on voyait la fumée qui montait. Et donc, on a envoyé tout de suite des journalistes sur place. Et puis, on a fait dans la nuit, on a fait le journal sur ce drame absolu qui était l'incendie de Notre-Dame. Et pendant ce temps, salle Gaveau, Mathieu Bock-Côté avec Vincent essayait d'adapter son discours qui n'était pas du tout prévu là-dessus à cette espèce d'événement qui avait surgi et qui emportait tout. Donc, c'est vraiment un souvenir
extraordinairement fort que ce souvenir de Notre-Dame. Merci pour ce témoignage. Il est vrai que techniquement, reculer un bouclage, est-ce que c'est l'obsession, c'est l'angoisse de tout directeur du Figaro? Ah ben, un bon journal, c'est un journal qui arrive à l'heure. Un bon article, c'est un article qui arrive à l'heure. Là, on parle du papier. Avec le web, maintenant, tout a changé et ça tourne toute la journée, du matin jusqu'au soir et sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque où il n'y avait que le papier, c'était d'autant plus important et il n'était pas question de mettre le journal en retard. Donc, il y a plusieurs bouclages. Donc, il y a un bouclage à 8 h du soir, il y avait un bouclage à 10 h du soir et puis un bouclage un peu plus tard. On restait très tard au journal et plus on remonte dans le temps, plus on restait tard au journal. Et donc, si on ratait un bouclage, on attendait le bouclage suivant et on changeait la maquette entre deux bouclages. Mais ça, souvent on ne voit pas, c'est que ce métier est un artisanat. On pense que c'est que des grandes idées et des grandes discussions, mais en vrai, il s'agit de faire rentrer des titres dans des lignes et de faire rentrer des articles dans des pages. Il y a un côté très artisanal dans ce métier. Mais alors, on a envie de savoir si dans ce processus que vous décrivez avec ces codifications et ces étapes, chaque jour, est-ce qu'il y a des pressions de part et d'autre, d'annonceurs, d'hommes politiques, pour éviter qu'une information apparaisse ou pour empêcher que tel homme politique soit sur la manchette du Figaro alors qu'on estime que c'est quand même pas le futur président de la République? Est-ce que vous avez eu affaire à des coups de téléphone extrêmement désagréables qui venaient vous demander de changer votre hiérarchie d'information? Franz-Olivier Gisbert? Bah, très souvent. Très souvent. Vous savez, il y a les politiques, évidemment. Bon, le plus interventionniste de tous, c'était à mon avis Jacques Chirac. On s'engueulait. Moi, j'avais de très bons rapports personnels avec lui. Mais je veux dire, j'ai des engueulades monstrueuses parce que bon, d'abord, il s'était entiché d'une personne dont il voulait faire la rédactrice en chef, enfin la patronne du journal. Il revenait toujours là-dessus. Enfin bon, c'était des interventions permanentes et y compris sur. Une fois très très choqué d'ailleurs par un éditorial que j'avais fait qui n'était pas gentil. Je me souviens, il voulait à tout prix déjeuner avec moi de toute urgence. Bon, ça changeait tout. Enfin bref, il y avait la politique, mais il y avait aussi beaucoup le monde des affaires. Et ça se gérait. C'est-à-dire, je me souviens toujours de ce journaliste automobile qui s'appelait Philippe Loisel, qui vient, parce qu'il y avait une page auto, je ne sais plus quel jour, et qui me dit, écoute, il y a un problème. J'ai essayé la C machin, la classe C, je crois, de Mercedes, et j'ai tourné, elle est tombée. Bon, je suis obligé de faire un papier, qu'est-ce que t'en penses? Je dis oui. Bon, ça pose un problème parce que c'était un très très gros annonceur du Figaro. Et bon, il n'a pas du tout été censuré, on a passé l'information. Simplement, c'est vrai, c'est que j'ai prévenu mon ami, le patron de la pub, avant. Et donc Mercedes a été prévenu avant la publication. Et puis voilà, et l'article est passé comme prévu. Mais il y a eu quelque chose d'absolument terrifiant qui était... bon, c'était amusant d'ailleurs. C'était une interview d'Inès de Zafréchamps, je ne sais pas ce qu'elle avait fait, par rapport à Karl Lagerfeld. Et Karl Lagerfeld avait décidé de lui répondre. Bon, c'est ce qu'on fait souvent dans la presse. Quelqu'un dit un truc un peu méchant. Et puis voilà, on dit tiens, est-ce que vous voulez répondre? Bon, Lagerfeld avait répondu au bazooka. Elle, c'était vraiment une petite piqûre d'épingle. Et Lagerfeld avait répondu au bazooka. Et c'était même très insultant. Et évidemment, au moment du bouclage, mais pas tout à fait, un petit peu avant, le patron de l'époque de Chanel téléphone en disant il faut bloquer l'interview de... Évidemment, c'était impossible, de Lagerfeld, parce que c'était tellement bon. Et puis, c'était pas Lagerfeld lui-même qui appelait, c'était le patron de Chanel. Et j'ai dit les rotatifs tournent, on peut pas... Enfin, toutes ces conneries qu'on raconte tout le temps, c'est pas vrai, évidemment, c'était pas imprimé. Maintenant, il me dit je vous crois pas, de toute façon, j'ai mes informations. Enfin, bref, il commence à hurler. Et puis je lui dis, écoutez, non, je vous assure, les rotatifs tournent. Je mens très mal en plus. Donc, non, mais par téléphone, je pense que je mens peut-être mieux, mais je mens très très mal. Je suis connu pour ça, c'est pour ça en général, je mens pas. Mais enfin bref, il m'a pas cru, il a appelé Hersan, qu'il a persécuté, Hersan a fini par le prendre au téléphone. Et puis Hersan m'appelle et me demande de raconter l'histoire, enfin ma version de l'histoire. Et il se marre et il m'a dit, je vous signale, il m'a dit qu'il arrêtait la pub. Il arrêtera 2 mois, 3 mois comme ils font tous pour punir, mais il n'arrête jamais définitivement parce qu'ils ont trop besoin de ce grand journal. Ah, c'est un bon épilogue, ça.
Donc finalement, la presse a un peu le dessus parfois. Alexis Il y a Brézet. une grande qualité d'un directeur de journal, de tous les directeurs de journaux, c'est de savoir faire l'édredon. Parce qu'en fait, c'est pas tellement des pressions avant, c'est qu'on se fait engueuler après. Et donc, il faut toujours prendre les gens au téléphone. Parce qu'il ne faut pas laisser les problèmes s'enquister, les non-dits, parce que ça devient... Donc il faut prendre les gens au téléphone, les hommes politiques, et là, ils crient. Ah, on dit, ah oui, c'est très grave, ah oui, c'est très ennuyeux, quel ennui, ah bah oui, bah oui. Et puis ça passe. Et 3 fois sur 4, l'affaire est finie, parce qu'une fois que les gens ont pu parler, ça s'arrange. Et puis de temps en temps, ça ne s'arrange pas, et il faut assumer un conflit. Mais un conflit, ça ne dure jamais très longtemps, parce que les hommes politiques ont besoin des journaux, et les marques ont besoin des journaux, les journaux ont besoin des hommes politiques, les journaux ont besoin des marques, et à la fin, ça finit par rentrer dans l'ordre. Ce qui est compliqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas tellement avec les ennemis politiques, c'est avec les amis. Parce que les ennemis politiques, pour aller vite, la gauche, elle n'attend pas grand-chose du Figaro. Et moi, j'ai jamais été embêté par François Hollande et quasiment pas par Emmanuel Macron, qui n'est pas du tout interventionniste, pas du tout. En revanche, avec la droite estime qu'on n'en fait jamais assez, puisqu'on est censé les soutenir. Et donc, c'est pas normal si on les soutient pas. Et là où ça devient extraordinairement encore plus compliqué, c'est quand il y a des batailles à droite. Ça, c'est le... Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, comme souvent. toujours. Et donc, Sarko-Villepin, c'était un truc... Franz a connu Balladur-Chirac, qui était un truc qu'il a géré magistralement. Il avait des journalistes qui étaient chiraciens, des journalistes qui étaient balladuriens, et hop, ça passait comme ça. Mais Sarko-Villepin, c'était très très chaud, parce que c'était une époque où il y avait l'affaire Clearstream et tout ça, c'était très violent. Et donc évidemment, ça criait d'un côté, ça criait de l'autre. Copé-Fillon, ça n'a pas été simple. On a oublié maintenant, mais là aussi, c'était très dur. Il y avait qu'est-ce qu'on a eu? Il n'y a pas très longtemps, Wauquiez, Retailleau. Compliqué aussi. Et évidemment, c'est toujours celui qui est en train de perdre, qui est le plus violent et le plus mécontent. Et là, je pense que Rachida Dati, Sarah Knafo, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Jean-Marie Roy, vous, dans le domaine littéraire, vous avez aussi des batailles à livrer, parce que j'imagine que quand vous obtenez le testament de Ionesco, l'exclusivité sur 4 éditions du Figaro littéraire, j'imagine que ça fait quand même, c'est un des grands dramaturges qui est joué dans le monde entier. Vous avez quand même un document exclusif. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez des pressions de la famille qui dit ne le laissez pas imprimer ça? Non, pas dans le domaine littéraire, il y a très peu de pression. De toute façon, les pressions font partie de la vie, que ce soit dans la vie privée, dans la vie journalistique. Non, moi j'ai eu une pression assez amusante au Figaro, c'est celle de Robert Hersan, parce que nous avions éreinté dans le Figaro littéraire le livre de Valéry Giscard d'Estaing. Alors, on avait été un peu sévère, on avait dit c'est la rencontre de Bécassine et de la comtesse de Ségur. Bref, c'était assez violent et j'avais même écrit pourquoi est-ce que Valéry Giscard d'Estaing n'a pas pris un pseudonyme. Il aurait dû faire comme Morny quand il a écrit Monsieur Choufleury restera chez lui. Ça n'a pas plu du tout à Valéry Giscard d'Estaing qui a immédiatement appelé Robert Hersan et... On est en quelle année à peu près? En quelle année? Alors ça, écoutez, tout le monde connaît la date du passage qui est resté un monument littéraire. Eh bien, Robert Hersan m'appelle et il me dit « Je suis très ennuyé. Je ne conteste pas le fond de la question. Le livre est probablement pas très bon, mais je vous fais confiance. Ce qui m'embête, c'est que j'ai besoin de Valéry Giscard d'Estaing parce que c'est grâce à lui que j'ai mon investiture politique. Alors, qu'est-ce que vous me proposez ?» Ah, je dis, monsieur, c'est difficile de faire un démenti, parce que après avoir dit que le livre était exécrable, on va dire... Ah bon, tâchez de me sortir de cette impasse. Et finalement, on a donné une interview à Valéry Giscard d'Estaing, qui a pu dire lui-même que son livre était excellent. À quoi ressemble le lecteur du Figaro dans votre esprit? Est-ce que c'est un lecteur qui a besoin qu'on défende ses valeurs ou qui a besoin qu'on lui ouvre des perspectives? Est-ce qu'il y a un lecteur particulier? Vous êtes tous des lecteurs du Figaro puisque vous êtes ici, mais quand même, est-ce que dans l'esprit d'un directeur de la rédaction, il est tout le temps en train de servir un lecteur, et à quoi ressemble-t-il? C'est moi que vous posez la question. Écoutez, d'abord, il change suivant les époques, mais le lectorat est tellement important qu'évidemment, il est divers. Il n'y a pas un lecteur du Figaro, mais c'est vrai de la plupart des grands journaux. Il y a toutes sortes de catégories sociales qui sont intéressées par le Figaro.
Alors, c'est vrai que Hersan avait une définition. Alors, moi, j'ai connu la période d'Hersan. Quand justement il m'avait embauché, il m'a dit, je me souviens, c'était sa définition. C'est un journal conformiste. C'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que c'est un journal qui aime bien s'encanailler. Je m'en suis rendu compte assez vite, d'ailleurs. On l'a vu d'ailleurs à travers de nombreuses interventions de Jean-Marie Roy. Et c'est un journal libéral, dans le sens qu'il accepte tout à fait les pas de côté. Vous voyez, il n'y a pas de... Donc, je dirais que c'est un journal en fait très représentatif de ce qu'est, ce que peut dire la bourgeoisie française au sens large, les classes aisées, mais vous avez aussi des agriculteurs, vous avez aussi des étudiants qui lisent le Figaro, pardon. Lapsus intéressant. Hein. C'est incroyable. Non, mais... Lapsus. Non. Heureusement que j'ai pas dit le Nouvel Observateur. Heureusement que j'ai pas dit le Nouvel Observateur. Mais mais c'est quand vous avez un lectorat énorme. Vous savez, quand on est directeur, on pense toujours au lecteur. C'est vrai. Mais on a une image très diffuse. Je ne sais pas comment, Alexis, tu vois le lecteur. Moi, le lecteur du Figaro, je voyais quelqu'un de, comment dire, exigeant, c'est-à-dire qui déteste les termes inappropriés, le mauvais français, Oula, le franglais, qui déteste le vulgaire, qui déteste, vous voyez, qui aime bien aussi une certaine élégance quand on critique, de ne pas aller trop fort, etc. Voilà, c'est ça plutôt que je... C'est la tradition française de la conversation, de la politesse, de la courtoisie. Alors, moi je dirais, avant d'entrer dans... C'est très difficile de faire un portrait, mais déjà l'idée qu'il faut s'intéresser au lecteur. Un des grands travers de la presse et des médias en général, mais de tous, y compris le Figaro, et des journalistes, c'est de se parler à eux-mêmes, de parler au tout petit milieu. Parce qu'un journaliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des interlocuteurs et des confrères journalistes. Et très souvent, le défaut du journaliste, c'est qu'il écrit pour ses 15-20 interlocuteurs, politique en politique, dans le milieu des affaires, et puis ses 15-20 copains journalistes. Et une des responsabilités du directeur, mais des adjoints, enfin de la hiérarchie d'un journal, c'est de dire attends, t'écris pas pour toi, t'écris pas pour tes copains, t'écris pour les lecteurs. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel, et c'est ça qui crée le lien entre un journal et ses lecteurs. Et j'ai la faiblesse de croire que s'il y a tant de monde ici depuis 3 jours, c'est qu'il y a un vrai lien entre les lecteurs du Figaro et le Figaro. C'est lié sûrement à l'histoire, mais c'est lié peut-être aussi à l'effort qu'on fait pour parler aux lecteurs. Alors par rapport aux années antérieures, il y a quelque chose de nouveau maintenant qui est Internet, qui permet de voir très précisément et de recueillir les avis des lecteurs. Autrefois, il y avait le courrier des lecteurs, mais c'était assez peu, et c'était toujours les mêmes qui écrivaient. Maintenant, on peut, à travers les avis des lecteurs au bas des articles, on a des dizaines de milliers de commentaires tous les jours. Alors qu'il faut modérer, qu'il faut relire, mais c'est très intéressant, parce que là, moi je lis très souvent les commentaires qu'il y a en bas des articles. Ça permet de se faire une idée de ce que pense le lecteur, plutôt qu'avoir soi-même sa propre idée, qui est toujours le reflet de ce qu'on pense soi-même, évidemment. Donc il y a déjà les commentaires au bas des articles du Figaro, c'est quelque chose de très utile. Et moi j'engage mes journalistes en disant, t'as vu ce qu'ils disent sur ton papier? Tu l'as lu? Et souvent les journalistes ne le lisent pas. Et donc c'est intéressant de le lire. Et il y a autre chose, c'est les résultats, comment dire, d'audience et d'abonnement sur le web. Aujourd'hui, grâce au web, on peut mesurer, article par article, combien un article a été lu, est-ce qu'il a intéressé, et surtout combien il a déclenché d'abonnements. Et ça, c'est très intéressant. À la limite, l'audience, on peut se dire que c'est un truc un peu superficiel. Si on est racoleur, on va faire de l'audience. Mais se dire qu'avec un article, on a fait 10, 15, 20, 30 abonnés, ça veut dire qu'on a été suffisamment intéressant, on a suffisamment bien travaillé pour que des gens aient envie, très prosaïquement, de payer pour s'abonner à un journal, et donc au Figaro. Ça, ça nous ramène aux origines de notre métier, la conquête de l'abonné sur le web. Et donc, tous les matins, à la conférence, on a d'ailleurs, hier matin, fait une vraie conférence ici là, de rédaction, comme on en fait, comité, comme on en fait tous les matins. Tous les matins, on commence par dire quels articles ont fait des abonnés. Et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça apprend aux journalistes à se soucier pas que d'eux-mêmes, mais à se soucier des lecteurs. Ça donne la température. Franz-Olivier Gisbert, vous vouliez intervenir? Oui, juste un mot, c'est une phrase que je citais souvent, enfin, quand je dirigeais des journaux. Donc, à l'époque du Figaro, j'utilisais tout le temps cette phrase. Parce que c'est vrai que, tu l'as très bien dit,
Les journalistes, ils font tout pour oublier le lecteur. D'où d'ailleurs les sociétés des rédacteurs qui prétendent, comment dire, incarner le journal, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à penser que la personne la plus importante dans un journal, c'est le lecteur. Et pour ça, il y a une phrase magnifique de Raymond Aron, que j'ai cité un nombre de fois incalculable. Ceux qui étaient au Figaro quand j'étais s'en souviendront, parce que c'est une phrase que je citais tout le temps. Le vrai patron d'un journal, ça n'est pas le propriétaire, ça n'est pas le directeur, le rédacteur en chef, le journaliste. Les journalistes n'aiment pas ça, mais ça n'est pas le journaliste, ça n'est pas le patron de la pub. Le vrai patron, c'est le lecteur. Et c'est pour lui qu'on fait ce journal. Voilà. Et j'ajouterais juste un mot, le garant de l'indépendance d'un journal, c'est le lecteur. Qu'est-ce qui fait qu'un journal peut résister aux pressions absolument naturelles de la politique, des milieux économiques? C'est qu'il est sain, c'est qu'il gagne sa vie, qu'il ne perd pas d'argent. Et pourquoi? Parce qu'il a des lecteurs. Donc, à la fin des fins, le garant de l'indépendance d'un journal, ce sont ses lecteurs. Jean-Marie Roire, vous avez dirigé le Figaro littéraire de 1986 à 2003. C'est une longévité. Entre les deux, vous êtes élu à l'Académie française. Est-ce que, pour vous, le succès de ce Figaro littéraire, qui est un supplément, qui faisait partie du jeudi, du grand rendez-vous du jeudi, c'était que vos livres, les livres dont vous parliez, fassent soudain des bons dans les ventes en librairie? Non, pas du tout. Pardon, mais je ne suis pas d'accord. Non, parce que je crois que le succès du Figaro littéraire, c'était qu'il était très bien intégré à la conception que les lecteurs avaient du Figaro, qui est un journal archi-littéraire depuis ses origines, qu'il a toujours été, qui est archi-littéraire parce que la littérature, ça fait partie de la France. C'est un des piliers de la France. Donc je pense que c'est les raisons pour lesquelles, à la fois la tête du Figaro littéraire, mais c'était ce qu'on cherchait, c'était la qualité. Et moi, je suis beaucoup plus fier d'avoir fait collaborer des écrivains comme Jean d'Ormesson, Michel More, Michel Léon, enfin de très Ionesco, auquel vous faisiez allusion. C'est ce qui me plaît, d'avoir enrichi le capital, disons, littéraire du Figaro avec de très grands écrivains. Ça me plaît, et d'avoir, je crois, eu des collaborateurs qui étaient d'un très grand talent. C'est ça, l'important, c'est de faire un bon journal, mais que les livres se vendent, bien sûr, c'est pas désagréable, surtout quand on parle des siens, mais sinon, de toute façon, la vente n'est pas le critère. D'ailleurs, quand je suis rentré au Figaro littéraire, vous savez, il y avait des listes de best-sellers. Eh bien, j'ai dit non, on va rompre avec la liste des best-sellers, on va choisir de demander à des critiques ce qu'ils pensent des livres, et ça sera un critère de qualité. Donc, vous voyez, c'est pas le but. Je trouve que le but d'un journal, c'est pas forcément de faire vendre des livres, c'est d'essayer de parler de livres de qualité et essayer d'écrire des articles de qualité. Est-ce qu'on sait comment les présidents de la République lisent le Figaro? Franz-Olivier Gisbert. Moi, quand j'étais au Figaro, donc j'ai eu deux présidents, François Mitterrand et Jacques Chirac, les deux lisaient le Figaro. Tous les jours? Oui. Absolument. Et vous faisiez des commentaires, surtout Jacques Chirac, si j'ai bien compris. François Mitterrand aussi. Mais enfin, François Mitterrand, il n'essayait pas d'agir. C'est-à-dire, il ne disait pas vous allez nommer un tel ou tel. Comme le disait très justement Alexis, les personnes de gauche savent bien qu'il n'y a rien à demander au Figaro. Donc c'était plutôt des critiques ou des... même il s'immisçait un peu dans la politique interne du journal. Vous voyez, je me souviens que, par exemple, au moment de... on parlait tout à l'heure de la chute du mur de Berlin. Moi, c'est vrai que j'avais fait un éditorial où je disais que ça serait très vite la réunification. C'était sur le tapis maintenant. C'était évident. Mais je me souviens que pour répondre à mon éditorial le lendemain, Alain Perfit, avec qui j'entretenais à ce moment-là d'ailleurs de bonnes relations. Au début, c'était très chaud, ça s'était amélioré avec le temps. Lui, il a cru nécessaire de faire un éditorial en expliquant que, bien entendu, il n'y aurait jamais de réunification
Et évidemment, immédiatement, Mitterrand appelle le lendemain, sans doute pour, comment dire, essayer de diviser l'ennemi, je ne sais pas, mais en disant ah ben il y va fort, Perfit, mais vous savez que moi, je suis plutôt d'accord avec vous, pour une fois, vous voyez. Donc c'était ce type d'intervention, mais c'était un lecteur. C'est-à-dire, il lisait l'éditorial, il s'intéressait, Mitterrand lisait Le Figaro. Il lisait pas Le Monde, hein, n'oubliez pas. Il avait arrêté de lire Le Monde à un moment donné, vraiment, c'est une décision qu'il avait prise, comme moi-même d'ailleurs. Mais moi, c'est en 2015, j'attendais plus longtemps. J'ai arrêté en 2015. Mais lui, il a arrêté vers, déjà dans les années 90, parce que il avait d'ailleurs une habitude très étrange, parce que c'est très amusant d'ailleurs. Le fondateur du Monde, ça m'arrangeait parce que moi, j'étais avec Hersan et on en prenait plein la gueule. Hersan, Collabo, etc. Et le patron du Monde, Hubert Beuve-Méry, qui est le soi-disant, enfin qui était le fondateur, qui était encore vivant, je crois à l'époque, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort. Et lui, il a écrit un livre que Mitterrand adorait citer, qu'il avait. Il avait un exemplaire, ça s'appelle Vers, je sais pas, c'est un truc économique sur l'Allemagne, très flatteur en fait pour le régime hitlérien. C'est vrai qu'économiquement, il y a eu quelques succès. La politique de charge, on ne peut pas dire que ça a été un échec monumental. Mais surtout, il y avait à la fin une espèce d'éloge un peu du nazisme qui permettait de régénérer la pensée. Enfin, il y avait des phrases un peu de ce genre qui étaient très gênantes. Mitterrand adorait dire ça. Il l'a fait 2-3 fois. Il l'a pas fait qu'à moi. Il l'a fait à plein de gens. Et après, j'ai cherché ce livre pendant des années. Et évidemment, il était introuvable. Introuvable, parce que j'imagine Beuve-Méry, il a fait racheter partout, il n'existait plus. Et vous savez, je l'ai trouvé il y a quelques années. Et alors, il y avait vraiment cette phrase ? Ah non, non, mais il y a d'autres phrases sur le nazisme. Non, c'est pas très bien, effectivement, le nazisme, il y a un peu de la cruauté, tout ça, mais ça fait beaucoup de bien quand même, on a besoin de... Enfin bref, voilà. Et c'est pour dire, c'est pas juste pour dire du mal du monde, mais c'est vrai que Mitterrand était lecteur du Figaro plutôt que du Monde. Ensuite, Chirac, lui, ne lisait pas Le Monde, pratiquement pas, mais hélas, il lisait beaucoup trop Le Figaro et il voulait s'en mêler tous les jours. Et c'est vrai qu'il appelait au moins 2-3 fois par semaine sur des trucs très précis, sur des articles qui lui avaient fortement déplu, etc. Et bien entendu, comme tous ces politiques, il avait oublié le lendemain. C'est-à-dire, à la limite, on lui demandait... Ce que disait. C'était... Et ça n'a jamais été grave avec Chirac, même s'il élevait parfois la voix. Parce que c'était le genre à gueuler, quand même. Alexis Brézet. J'ai une anecdote, pardon, je coupe la parole à Alexis, sur le Figaro et Mitterrand. En 83, je suis invité à déjeuner à l'Élysée par François Mitterrand avec un certain nombre de journalistes plutôt et d'écrivains plutôt à gauche. Et au cours du déjeuner, je me souviens, il y avait des homards. Et à ce moment-là, Mitterrand dit on va faire un tour de table. Qu'est-ce que vous pensez du Figaro Magazine ? Et c'était l'époque où il était éreinté chaque semaine dans le Figaro Magazine. Alors, il y a un tour de table. Je ne veux pas dire que les journalistes n'étaient pas un peu complaisants, un peu obséquieux, mais tous disent un mal fou. Disent, mais Monsieur le Président, comment vous tolérez de telles attaques ? Vous devriez faire un contrôle fiscal, l'interdire. Et il laisse dire à tous les journalistes qui étaient là des choses absolument horribles. Et il arrive à la conclusion et il dit « Écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je trouve que c'est un très bon journal. » Alexis Brézet, ça donne un sacré pouvoir d'avoir d'être à la tête d'un journal qui est lu par le président de la République, non ? Du pouvoir ou des ennuis, c'est les deux, c'est peut-être les deux. Souvent plus d'ennuis que de pouvoir. On a fait faire contrôle des fiscal quand même. Moi j'ai eu un contrôle fiscal en 1990. Après, on peut avoir des contrôles fiscaux sans qu'il y ait des. Ah non, c'est le ministre du budget qui m'a annoncé à l'époque. Et je suis désolé, c'est un ordre. Voilà, et tu vas avoir un méga contrôle fiscal que j'ai eu. Mais le fisc m'a rendu pas mal de fric, donc c'était un bon contrôle fiscal. Je ne gagnais pas assez d'argent au Figaro pour avoir un contrôle fiscal. Que tu dis. Ça, c'est bas. Ouais, c'est très bas. On a fait faire. Je te reconnais là. Pour le bicentenaire, on a fait faire un certain nombre de petits clips de gens qui disent bon anniversaire, le Figaro. Et donc, on a quand même 3 présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, qui disent
Bon anniversaire, le Figaro. Bon, alors évidemment, quand on dit bon anniversaire à quelqu'un, généralement, on en dit du bien, on dit que c'est formidable. À ce moment-là, ils en disent pas de mal. Mais chacun a sa façon de le dire. Hollande dit que. Il dit pas qu'il a tout le temps lu, mais il dit qu'il le lit attentivement pour savoir ce qui se passe à gauche. Et puis que c'est important de savoir ce que pense l'adversaire. Sarkozy, lui, le lit depuis qu'il est tout petit. Enfin, pas depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il est étudiant, depuis qu'il a accédé à la conscience politique, parce que chez lui, on lisait pas de journaux, et donc il est très. Et Sarkozy, il continue de le lire énormément, et il s'intéresse beaucoup aux journaux et aux journaux papier. Emmanuel Macron, alors c'est intéressant, lui dit qu'il le lit depuis qu'il est tout petit, qu'il le lit en commençant par la fin. Et en commençant par les pages débat et opinion. Donc chacun a sa façon. Après, dans la relation aux journaux, ils sont très différents. François Hollande n'intervenait jamais. Alors que Chirac, moi j'ai un peu connu Chirac à l'époque de Raffarin, ça c'était quand même compliqué. Hollande jamais. Nicolas Sarkozy téléphonait beaucoup, mais il argumentait, c'est-à-dire que c'est un avocat. Donc il appelle, il dit qu'il n'est pas d'accord, il écrit, on discute, et puis voilà. Emmanuel Macron n'intervient pas directement et est très respectueux de ce qu'on peut écrire. En revanche, il a cette fâcheuse manie, depuis qu'il est président, de toujours imaginer des grands processus pour réguler ce qu'on peut dire ou pas dire dans la presse. La bonne presse et la mauvaise, le vrai, le faux, les fake news. Et tous les 2 ans, sous prétexte de lutter contre les fake news, qui est sûrement un problème, mais enfin qui concerne assez peu... Oui, mais enfin, qui est très ancien. Hein, oui, aussi, mais qui fait comme un si qui n'est pas c'était nouveau, et bon. 2 qui ne concernent pas la presse générale d'information. Enfin, on peut dire des bêtises, ça c'est sûr, tout le monde dit des bêtises, mais on peut les corriger, puis on est responsable des bêtises qu'on dit. Donc c'est pas Instagram, Facebook, etc. Mais Emmanuel Macron a cette fâcheuse habitude de tous les 2 ans recommencer à mettre sur la table un projet de loi, une idée où on va faire un label, on va faire un organisme qui va dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est bien, ça c'est mal. Et ça, on va dire aussi les bons journaux, les mauvais journaux, voilà. etc. Et donc ça, on se bataille, donc on bataille pas directement contre Emmanuel Macron au jour le jour, mais en revanche sur tous ces projets qui concernent la presse, on bataille très franchement parce que la presse, il y a une très bonne loi qui est la loi du 181, qui est une loi de liberté, de responsabilité, et on ne veut pas en changer. Est-ce qu'on vous a déjà demandé la tête d'un journaliste de votre équipe? Et qu'est-ce que vous avez fait? Oh bah oui. Mais vous l'avez donné? Ah, tout de suite. Non, mais c'est une règle de base. C'est-à-dire, je crois Alexis qui disait ça, mais je le répète, il faut résister. Et c'est assez facile de résister. Parce que en cas de tremblement de terre, moi, Ersan m'a donné un très beau conseil, parce que j'écoutais les conseils. Moi, j'écoutais beaucoup les conseils de Jean Daniel, de Claude Perdriel, qui a été quand même un grand parrain pour moi dans le métier, qui était un personnage absolument merveilleux, le propriétaire du Nouvel Observateur. Mais Ersan, il avait un truc qu'il faisait, parce qu'il m'a dit qu'il le faisait souvent quand il était jeune et actif, c'est que quand il y a un grand problème, on dit au type « je viens ». J'arrive. Il est toujours surpris parce que c'est une façon de s'abaisser quand même, de s'humilier en toute affaire cessante. On vient et pour s'expliquer, pour s'excuser. Si on a fait une connerie, ça peut arriver parfois que le journal ait publié une grosse connerie qui s'avère fausse. Ça m'est arrivé souvent. Enfin souvent, assez souvent quand même. Et donc on va forcément, on va s'excuser. Ça, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Mais des têtes, et ça arrive, mais c'est incroyable. Alors ils demandent de virer, bien entendu, mais ça peut être aussi des chefs d'entreprise. Moi, j'ai connu ça. Il ne demande pas qu'on le vire du journal. Il disait non, mais je veux plus qu'il s'occupe de moi. Je ne lui donnerai plus d'infos. Mettez-moi un autre. Mais ça arrive aussi, je pense, à un chef d'entreprise qui avait demandé la tête et la personne qui dirigeait le journal à l'époque, enfin, au-dessus de moi, l'a viré sans m'en parler d'ailleurs. Il avait embauché sans m'en parler aussi d'ailleurs. Et il l'a virée. Et bon, c'est moi qui lui ai expliqué pourquoi elle était virée. Je ne savais pas d'ailleurs, mais enfin bon, c'était comme ça. Et je connaissais toute l'affaire. Et le patron qui était à l'origine, parce qu'il m'avait appelé à plusieurs reprises en me disant « faut qu'elle arrête de m'emmerder » parce qu'elle faisait un papier chaque jour pratiquement sur un sujet qui était chaud pour lui. Et je lui ai dit, ce qui était quelqu'un de très important pour un annonceur, quoi. C'était quelqu'un de très important pour le journal. Je lui avais dit, t'es pas obligé de le faire tous les jours. Fais ça 2-3 fois par semaine, ou 1 fois ou 2 par semaine. Calme-toi un peu. C'est pas plus grave. Et elle a continué. Et bon, Furax, parce qu'il m'avait étonné 2-3 fois et que je n'avais pas réagi, il a écrit par lettre à la personne qui était censée diriger le journal à l'époque en lui demandant de le virer. De virer cette personne.
ce que la personne a fait. Et évidemment, ça ne se fait pas. Enfin, dans notre métier, jamais on ne fait ça. Mais c'est une règle de base. Et d'ailleurs, j'ai dit après à cette personne qui avait demandé la tête de ce journaliste, je lui ai dit, mais comment tu as pu faire ça? Et il m'a dit, mais non, mais j'étais tellement en colère. Non, excuse-moi. Enfin, évidemment, il n'y pensait pas. Il n'avait pas écrit ça pour que cette personne soit virée. Il faut que Jean-Marie raconte comment il s'est fait virer par le lobby des pétroliers. Alors moi, on ne me demandait pas la tête de quelqu'un, mais tout le monde demandait ma tête. Et ce qui fait qu'à 2 reprises, j'ai été obligé de quitter ce journal que j'aimais tendrement, une fois en 75 et une deuxième fois après avoir été lourdement condamné dans l'affaire Omar Haddad. Et pourtant, je dois reconnaître que c'était Franz-Olivier Gisbert qui était aux manettes à ce moment-là, qui m'avait donné toute liberté pour défendre ce jardinier marocain. Donc ça a été la 2e fois que j'ai été viré, poussé à la porte du Figaro. Mais je n'ai eu aucune rancune. Et j'ai retrouvé de nouvelles équipes par la suite, avec Alexis et tous ses confrères. Et j'ai donc tout cela, ça fait partie de la passion du Figaro. Moi, je vois l'ensemble et le Figaro m'a tellement apporté. J'ai trouvé tellement de grands moments de plaisir, même lorsque j'ai eu des petits problèmes avec Jean d'Ormesson. Tout cela, ça fait partie de la passion. Racontez quand même comment Jean vous a quand même bien lâché. Oui, alors c'est dans l'affaire d'une... Il faut dire que j'étais un peu fou, et j'avais attaqué les grandes compagnies pétrolières qui mettaient la France en coupe réglée. Et j'avais tout le monde contre moi au Figaro, Raymond Aron qui demandait ma tête, tout le monde. Et Jean d'Ormesson était extrêmement gêné parce qu'il m'aimait beaucoup. Et en même temps, il me disait, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec ces histoires, voilà. Et à la fin, j'ai été lui apporter ma démission. Et il m'a regardé, il me dit, ah, soulagé, ton geste ne manque pas de noblesse. Est-ce que vous parliez tout à l'heure d'un déjeuner à l'Élysée? Dans ce métier d'être directeur du Figaro, on a forcément des connivences. Et y a-t-il des choses que vous vous interdisez de faire avec les puissants, disons, les annonceurs ou alors les hommes politiques? Non mais alors là, je ne suis pas d'accord avec cette idée que parce qu'on voit les gens, on est dans la connivence. Le métier d'un journaliste, c'est de voir des gens, c'est de discuter avec des gens. Après, on a suffisamment d'indépendance d'esprit et de recul pour en tirer les conclusions qu'on veut. Mais l'idée de dire, et c'est assez répandu dans la jeune génération, notamment à gauche, c'est on ne doit pas parler aux hommes politiques parce que sinon on se compromet. Mais comment tu as des informations si tu ne leur parles pas? Le métier d'un journaliste, c'est de parler à des gens, de revenir à son journal, de mettre tout à plat et de se faire son idée, de la communiquer à ses lecteurs. Mais l'idée de dire qu'on ne parle pas aux gens parce qu'on est compromis, c'est que vraiment on est très corruptible. Oui. On est très corruptible s'il suffit de déjeuner avec quelqu'un pour être à sa botte. Enfin, franchement, les déjeuners, ça va. Mais ça, c'est l'école... Pardon, vas-y. Je crois que la difficulté qu'évoquait tout à l'heure Alexis, c'est plutôt, notamment dans le journalisme littéraire, qui est un journalisme très subjectif, c'est la relation avec les amis. Voilà. C'est très difficile quand on a beaucoup d'amis et qui ont souvent beaucoup de talent. Alors, je crois que le conseil que je donnerais à un directeur du Figaro littéraire ou d'un autre journal littéraire, c'est de choisir des amis qui ont du talent. Parce que comme ça, quand il a à parler d'eux, il n'a pas de problème. C'est le cas d'Étienne de Montetti, qui n'a que des amis qui ont du talent, voilà. Dont Jean-Marie Roy. Connivence, vous avez dit un jour, Franz-Olivier Gisbert, j'accepte évidemment les déjeuners si possible en tête-à-tête, mais je refuse les décorations et les vacances avec des hommes politiques. Est-ce que c'est encore le cas? Oui, mais je refuse pas les déjeuners, je refuse pas les dîners. Voilà, mais ça fait partie du métier. Alors, c'est vrai que c'est l'école Edoui Plenel. Plenel, il trouve effectivement, pour pas être influencé, il faut pas voir les personnes dont on parle. Les personnes sur lesquelles les magistrats donnent des dossiers, ou la police, etc. Mais il faut surtout pas les voir. Moi, c'est vrai que j'ai fait le contraire. J'ai passé ma vie à les voir parce que c'est la seule façon de
de savoir comment ça marche. Après, c'est avoir confiance en soi. Notre métier, ça consiste pas à dire oui tout le temps, et de dire oui à tout. Vous savez, les politiques, moi, ma porte a toujours été ouverte, la ligne téléphonique aussi, et très souvent, quand vous prenez une communication, c'est pour vous faire engueuler, ou une proposition malhonnête, emmerdante, chiante. Eh ben oui, il faut savoir dire non. Moi, j'ai passé ma vie à dire non. Alors, on n'a pas forcément toujours beaucoup d'amis. Au bout d'un certain temps, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui vous en veulent parce que bon, vous avez dit non, mais ta tribune, vraiment sérieusement, on peut pas, c'est pas sérieux. De toute façon, il n'y a pas de place ou je sais pas. Enfin, vous voyez, il y a toujours. Et c'est un métier forcément où on prend des coups, mais on en donne et c'est normal. Je veux dire, moi, ça me paraît normal. Hans, on garde quand même plus d'amis quand on est directeur du Figaro que quand on le quitte. Ouais, je suis pas. Moi, je suis pas. Non, tu as une vision un petit peu Maupassant. Oui, tu as trop lu Maupassant. Le pouvoir. Tu as trop lu Maupassant. Ça dépend quel directeur on a été. Ça dépend quel directeur on a été. Je pense que c'est pas si simple que ça. C'est pas vrai. Des vrais amis, c'est pas la même chose. Tu sais très bien, tu gardes toujours les vrais amis et tu as les faux amis. Et tu sais quand tu as ton poste que ce sont des faux amis. Moi, je ne cherche pas quels sont les vrais et les faux amis. Je prends tout le monde. mais tu en as beaucoup plus que nous. Pourquoi le repas est un moment privilégié? Est-ce que c'est un moment où les masques tombent? Ah oui. Vous, dans tous vos livres, vous en avez fait 3 sur les présidents. Il y a un allié pour le journaliste, pour les gros trucs. Vraiment, les gros trucs que j'ai pu avoir, franchement, l'allié principal, c'est le vin. Le vin, les grands crus. C'est le vin. Vous les faites boire. Alors pour ça, il faut avoir soi-même une bonne descente, tenir l'alcool, et puis vous y allez, et à un moment donné, le mec se lâche. Et surtout, quand il commence à se lâcher, ne pas avoir l'air intéressé. Poser une question sur un autre sujet, c'est les méthodes de flic, ça. Puis après, vous revenez 10 minutes après sur la question en ayant l'air très désintéressé. Ne pas prendre de notes. À ne pas prendre de notes quand c'est fondamental, jamais. Surtout jamais. Et donc on prend les notes en sortant Non, sur le non, non, trottoir? non. Moi, je prends les notes quand c'est pas très intéressant, quand c'est pas très important. Mais si c'est un énorme scoop, pas de notes, jamais. Pas de traces. Intéressant ça. Et Jean-Marie Roire, vous, le repas, c'est un point d'orgue de la vie de journaliste. Je crois que c'est l'ensemble, pas seulement les déjeuners, les dîners, je crois que c'est important, mais c'est rencontrer les gens. Et ce qui est passionnant dans le journalisme, je crois, c'est que pour les gens curieux, c'est merveilleux. C'est vraiment le pâtissier dans sa pâtisserie qui peut manger tous les gâteaux qu'il veut, qui peut rencontrer qui il veut. Je crois que ça, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et surtout la diversité. Moi, ce qui m'a plu dans le journalisme, c'est de pouvoir interroger aussi bien Jean-Marie Le Pen que René Andrieux, qui était dirigé de l'Humanité. C'est de voir... Parce qu'au fond, ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que moi, j'étais moins journaliste politique que mes amis confrères, c'était que ce qui m'intéressait, c'était les personnalités. Et je dois dire très souvent, moi, je ne prenais pas de notes parce que ça ne m'intéressait pas tellement. D'ailleurs... Sarkozy, souvent, quand il me faisait venir, me dit « Non, vous n'allez quand même pas me poser des questions de journaliste. » Donc, vous voyez, on ne m'a jamais considéré comme un journaliste. Avec raison, c'est vrai que j'étais plus de ce point de vue-là, plus écrivain que journaliste. Ce qui m'intéressait, c'était les personnalités, c'était ce qui dissimulait, et puis c'était le romanesque. Parce que le romanesque d'aller dans la Nièvre avec François Mitterrand, ou de déjeuner avec Sarkozy, ou de rencontrer Valéry Giscard d'Estaing, c'était très romanesque. On a le sentiment de toucher l'histoire du doigt. Merci à tous les trois. On a l'impression d'être dans une comédie humaine, vivante et contemporaine. Merci à tous les trois, Alexis Brézet, Franz-Olivier Gisbert et Jean-Marie Roire.